et cloud software spécialiste des différentes sociétés qui vont intervenir. Je vais les inviter à me rejoindre sur scène. Donc, je vais inviter Jean-François Vigneron, que je vois tout à gauche, qui est le DSI de Covéa. Covéa, c'est la maison mère pour MMA, MAF, GMF. Carlos Goncalves, qui est DSI. Alors, j'ai toujours du mal. Société Générale, Global Banking and Investors. Ça a changé. Voilà. Investor Solutions. Vous étiez avant. Gérard Guillemant, qui est le directeur, le DSI délégué du groupe Engie, ex-GDF Suez. Messieurs, asseyez-vous, hein, n'attendez pas debout. Damien Gaucher, qui, alors on a parlé, lui-même a parlé de Paper tout à l'heure. Damien Gaucher est cloud software spécialiste chez Aldebaran, qui a donc été racheté par SoftBank, la société, et que c'est lui qui développe l'intelligence du robot Now et Paper qu'on a vu en photo il y a quelques minutes. Damien, et last but not least, Gilles de Richemont, qui est le directeur général de Voyage SNCF Technologies, qui est l'entité technologique pour la SNCF, le site de voyage en ligne. Très bien, merci beaucoup monsieur d'être présent. Alors je suis désolé, pour la parité on a été un peu critiqué, c'est très masculin ce matin. On a eu quelques retours de DSI femmes qui nous ont dit ben, nous aussi on existe, mais bon, elles n'ont pas su non plus être disponibles ce jour-là, donc on a été un peu coincés. Donc tout ça pour dire que on ne respecte pas la parité, c'est pas terrible. Bon. Et ce matin on a beaucoup parlé de progrès du cloud, disruption digitale, et vous illustrez, chacun d'entre vous illustre, et en particulier chez Engie, puisque vous avez pris le taureau par les cordes récemment avec votre nouvelle DG, Isabelle Cocher. Vous prenez le cloud vous sert pour cette disruption digitale, vous sert pour une DSI beaucoup plus agile, plus rapide, plus efficace, une DSI nouvelle génération qui, parce qu'on critique toujours les informaticiens parce qu'ils mettent un temps fou à livrer des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a demandé. Chez Engie, vous vous êtes lancé, vous avez fait un changement à 180 degrés sur votre stratégie cloud. Vous avez un nouveau Chief Digital Officer qui est aussi directeur des systèmes d'information. Habituellement pas le cas dans les entités des grands groupes, surtout où on sépare les deux fonctions. Vous, Yves Le Gélard, chez vous, cumule les deux casquettes, les membres du COMEX, et vous avez décidé, on change tout, on n'est plus sur du cloud privé. Tout ce qui va arriver, l'Internet des objets, le big data, l'intelligence, tous nos nouveaux services, c'est du cloud public. Et c'est vous, Gérard, qui allez être au pilotage de ces nouveaux usages. Expliquez-nous un petit peu votre feuille de route sur les... parce que le thème de la table ronde, c'est les nouveaux usages, feuille de route sur les 2-3 ans à venir pour les entreprises vis-à-vis du cloud. Gérard Guillemant, vous, chez Engie, ça va être quoi, donc, ce cloud? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, depuis 2 mois environ, le DSI du groupe est en même temps un Chief Digital Officer et membre du comité exécutif. Donc ça veut dire qu'il y a une appropriation très très forte du CEO du groupe, Isabelle Cocher, sur la transformation digitale d'Engie. Parce que d'une part, le business de l'énergie est en grande transformation et elle considère à tout à fait juste titre que la transformation digitale va nous apporter beaucoup sur le plan business et que le software en particulier est au cœur de cette transformation. Alors, et nous, la DSI, c'est combien de personnes à peu près chez Engie? Alors la DSI, c'est 3000 personnes environ, réparties sur 37 pays. Hein, ça, c'est les internes. Et voilà, les internes. Les externes, c'est un peu difficile à compter, mais on peut dire qu'on peut multiplier ce chiffre par 2. Hein, donc 3000 internes, 6000 externes pour une DSI. Environ sur la planète. Hein. Donc on connaît beaucoup Engie en France, mais Engie, c'est effectivement 37 pays. Et donc ces équipes informatiques sont réparties sur ces pays. Je crois que vous créez donc une nouvelle entité, un peu façon Générale Électrique, quelque chose qui va s'appeler Engie Tech. Donc Engie Tech et Engie Digital, plus particulièrement au sein d'Engie Tech, qui a été donc lancé la semaine dernière par une conférence de presse. Donc cette Engie Factory ou Engie Digital, le nom est encore pas complètement calé, aura pour vocation d'adresser toute la chaîne du digital, depuis l'IoT jusqu'à la mobilité, en passant par Big Data, en passant par l'analytics,
et tout ça basé sur des plateformes as a service. Alors, donc en fait, on rentre dans le cloud plutôt par la couche plateforme, je dirais, sur ce... C'est un changement complet, parce que jusqu'à présent, vous aviez votre entité interne qui avait été mise en place par la DSI précédente. Tout était en interne, mais ça n'allait pas très vite. Alors, on avait effectivement une société de services interne qui a fait une tentative de cloud privé qui ne s'est pas forcément bien terminée, j'allais dire. Un peu procédurière. Voilà, c'est ça. C'est difficile finalement, quand on est un grand groupe avec des équipes informatiques un peu historiques, de transformer une offre de cloud public en offre de cloud privé. C'est ça, vous achetez, oui, à l'extérieur du cloud public, ouais, voilà, c'est ça. Remanufacturé en intérieur, repackagé pour du cloud privé interne. Exactement. Voilà. Mais finalement, au bout du compte, je dirais, les process et les modalités d'accès mises en place nous ont un peu éloignés du on-demand qu'on attendait. Alors, vous avez choisi vos prestataires déjà sur ce NG Tech? Alors, sur NG Digital, oui, Digitech c'est plus global, ça inclut aussi des capabilities technologiques qui sont liées à nos métiers, comme le stockage d'électricité, etc. Donc NG Digital est une partie d'NG Tech qui est plus dédiée au software. Donc nous avons choisi deux partenaires. Un premier partenaire sur le Big Data et l'Analytics, un partenaire américain qui s'appelle C3 IoT, et un deuxième partenaire sur la mobilité, où on a choisi donc un mobile platform as a service, à la fois pour le développement et pour le run, et qui est Kony. Donc on a choisi ces deux prestataires pour pouvoir finalement développer toutes nos applications dans le cloud à partir d'une plateforme cloud, basée bien évidemment sur des infrastructures cloud, mais ça je dirais on ne connaît pas, c'est pour l'instant ces prestataires qui gèrent. Et l'objectif étant de délivrer d'ici à la fin de l'année une cinquantaine d'applications sur les 37 pays dans ces domaines, Big Data, Analytics et mobilité. Alors ça, c'est les nouveaux usages, c'est l'IoT, le Big Data, l'apprentissage de l'univers industriel avec des intelligences artificielles. Sur l'existant, est-ce que vous allez migrer, tout basculer dans du cloud, le transformer en mode cloud, ce qui existe chez vous? Je crois que vous avez 4500 applications, avait dit Isabelle. Voilà, à peu près. Alors, il y en a peut-être... le nombre est un peu difficile à compter, mais c'est l'ordre de grandeur. On va dire 4500 applications. Non, pour l'instant, on n'a pas de projet, je dirais, de grand chambardement et de faire passer tout ça sur le cloud. On rentre plutôt via le software et via les plateformes, en fait, pour l'instant. Et on a aussi comme perspective, mais ça sera peut-être plutôt sur 2017, de commencer à regarder comment sur les infrastructures faire évoluer aujourd'hui nos grands data centers qui sont en premises. D'accord. Vous avez combien de data centers aujourd'hui en France ou dans le monde? Alors, dans le monde, je ne saurais vous dire, mais on en a au moins un par pays, donc ça fait au moins une quarantaine de data centers. Et en France, on a deux gros data centers, puisque là, on gère toutes les applications corporate également, puisque c'est le siège du groupe. Parfait. Alors, donc ça, c'est une feuille de route, c'est un début, c'est que ça a été annoncé il y a très peu de temps, une semaine. Je pense qu'il n'y a pas encore grand-chose qui tourne. Alors, les premiers projets, le fait qu'effectivement il y a un très fort sponsorship de la direction générale, massif, voilà, fait que évidemment les projets apparaissent du monde entier, et j'ai au moins 2 ou 3 coups de fil par jour de mes collègues du monde entier qui aujourd'hui veulent embarquer la Digital Factory et faire leur projet dans cette perspective. Très bien. Merci Gérard Guégamant. On va passer le micro à Carlos Goncalves, puisque j'ai le sentiment que chez NG, il y a eu des tentatives effectivement avec le cloud privé interne qui ont un petit peu avorté finalement. Vous, Carlos, chez Société Générale, vous êtes depuis 2013 à la manœuvre, et c'est un travail de tous les jours. Quelle est votre feuille de route? Où en êtes-vous aujourd'hui en termes d'applications passées dans le cloud, que ce soit votre développement, en production, et quel sera votre... où en serez-vous dans un an et demi? Donc Carlos Gonçalves, je suis à la manœuvre depuis 2011. Sur le cloud? Et sur le cloud. Alors, on est quand même 6 ans plus tard. 5 ans plus tard. Carlos Gonçalves, pour préciser, c'est GBIS, donc Global Banking and Investor Services. Donc ça regroupe, c'est pas tout Société Générale, ça regroupe les activités de marché, les activités dépositaires, donc Security Services, et la Private Banking, donc la banque privée. Alors pour revenir à la trading, les traders, les gens dans les salles de marché. Activités de marché, exactement.
plus la banque privée, plus la partie security, ça, titre. Alors, pour revenir à la question sur le cloud, on a démarré effectivement l'aventure vers le cloud en 2011, mais elle démarre, finalement le cloud n'est qu'un moyen, elle démarre avec une ambition bien plus large. Donc il y a 3 grandes transformations qu'on a démarrées. Une, celle de l'agilité ou de l'élasticité de la plateforme, le cloud. Celle de la flexibilité in fine, des équipes de développement, donc grosso modo DevOps, Continuous Delivery. Combien de personnes chez vous à l'IT? On a environ, tout compris, donc interne et externe, 6000 personnes dans le monde, donc réparties avec les grandes places financières, avec 2 grands centres de développement, le reste étant des équipes qui supportent les plateformes locales. Donc, 3 grandes transformations, le cloud, DevOps Continuous Delivery et ce que j'appelle la vraie digital transformation chez nous, c'est-à-dire l'approche service et tous les services. Et donc, comme le dit Jeff Bezos, tous les services et tout doit être service chez nous. Donc, on a poussé cette réflexion dans la modularité des services depuis un certain temps. Pour revenir à la question sur le cloud, on a démarré sur un cloud privé avec VMware, pour les citer. C'est finalement quelque chose qui est successful puisqu'on a complètement créé une équipe séparée des équipes d'infrastructure et on a demandé à cette équipe d'implémenter le concept du cloud, quelle que soit la demande de la DSI. Donc le cloud dont on parle, c'est pas un cloud spécifique à la partie dont je m'occupe, qui sont les activités de marché, c'est un cloud qui est pour la Société Générale, pour l'ensemble des activités de banque de détail ou... Combien de machines là-dedans, en gros? Combien de machines virtuelles? On est à plus de 5000 VM aujourd'hui. On a démarré très progressivement et là on est à l'étape où on va changer d'échelle puisque on va mettre beaucoup plus de machines dans ce cloud. Combien on va passer secteur combien? On va très certainement doubler dans l'année. Voilà, donc sur votre feuille de route, c'est de 5000 à 10 000 fin de 5000 à 10 000 et puis très vite. L'idée c'est entre maintenant et 2017-18, 80% de notre infrastructure va être dans le cloud. De l'infrastructure, ok. De production. Alors, donc comme mon collègue d'à côté, l'ambition c'est pas du IaaS. Donc la stratégie c'est PaaS et hybride. Donc hybride, cloud privé et public. Donc sur le PaaS, pourquoi PaaS parce que Continuous Delivery ou DevOps. Et donc la vraie agilité, c'est celle qui permet, le vrai intérêt du cloud finalement, c'est celui qui permet de ramener du fast provisioning, fast deprovisioning pour les équipes de développement et qui permet finalement de dimensionner la plateforme de production sur la moyenne, sur l'average et finalement pouvoir profiter finalement de la disponibilité de la plaforme à travers le groupe. Combien d'applications aujourd'hui vous avez qui tournent sur votre cloud? On a, alors, donc, quel pourcentage vous avez? Si je ne le sais pas, on a 60% des environnements de non-prod qui sont dans le cloud privé. On a environ 10% des environnements qui sont dans le cloud privé également pour la production. À la fin de l'année, on devrait être à environ 70% des environnements de non-prod dans le cloud privé et on sera au 20-25% dans la production et l'année prochaine on espère aller aux 50%. Donc des applications de la banque dans le cloud privé l'année prochaine à 50%. L'ordre de grandeur, ça sera 30-50%. Et à terme, tout sera dans ce cloud? Je ne pense pas qu'on aura tout dans ce cloud. Vous avez toujours un mainframe quelque part? Alors exactement, donc il reste encore un certain nombre d'applications, notamment dans la banque des détails, qui sont encore sur les mainframes, donc il y a des transformations encore plus profondes. Alors j'ai entendu tout à l'heure que l'intervenant d'IBM disait qu'il n'était pas opposé à basculer son mainframe dans le cloud. Est-ce que vous anticipez ce type de migration? Alors là, j'empiète sur le terrain de vos petits collègues de la banque de détail. Je ne vais pas vous dire des bêtises, je ne sais pas quel est le plan de transformation de la banque de détail. Merci Carlos Goncalves. Alors vous avez vu parmi tous les chantiers que vous avez, alors je ne sais pas si vous l'avez bien détaillé, mais c'est le fait que notamment aujourd'hui vous travaillez plutôt sur un mode, votre infrastructure est dimensionnée pour le pic maximum de trafic, et vous voudriez aujourd'hui commencer à pouvoir utiliser le cloud pour simplement mobiliser de la ressource au moment où vous en avez besoin pour libérer cette ressource aussi sec. Est-ce que... Enfin, il y a deux, de notre point de vue, il y a deux grands use cases de
business case quand on regarde le cloud. C'est ce que j'appelle le fast provisioning, fast deprovisioning, c'est-à-dire capacité à créer des environnements et libérer des environnements très vite pour les équipes de développement. Et finalement, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles la taille des environnements sont très importantes dans les équipes de développement, c'est que la capacité à créer des environnements est très lente. Donc, quand les équipes projet ont un environnement, ils le gardent. Si on arrive à ramener cette facilité, finalement, ça crée non seulement de la flexibilité, mais également pour les équipes, mais également du gain. Mais pour revenir à la production, effectivement, l'autre point, c'est que si on regarde la taille de l'infrastructure de la Société Générale, une grosse partie de cette infrastructure n'est pas utilisée dans une grosse partie du temps. Donc si finalement on arrive à mutualiser la consommation de l'infrastructure et à normaliser la consommation de l'infrastructure par l'usage du cloud, plutôt que de dimensionner les plateformes sur les pics, on peut essayer de les dimensionner sur l'average, sur la moyenne, et déborder sur les infrastructures des petits copains pour aller chercher la puissance disponible. Ça c'est le premier point. Et on peut imaginer également, dans un second temps, aller chercher même de la puissance à l'extérieur, puisque le cloud public est là également. Et on parlera de cet aspect-là du cloud public et d'Amazon et de Microsoft Azure dans une deuxième partie de la table. Alors vous êtes en train de travailler sur justement l'appel de puissance à la demande sur un pic de trafic, et on va passer au micro à Gilles de Richemont chez Royal SNCF, qui lui a mis ça en place depuis déjà maintenant 9 mois avec OVH. Et donc aujourd'hui, Gilles, vous en êtes où exactement? Est-ce que ça marche, ce débord d'abord, pourquoi avoir choisi OVH? Pourquoi pas avoir géré ça chez vous en interne? Il n'y a quand même pas tant de trafic que ça. Pour un premier site de e-commerce en France aussi, quand même un peu de trafic. En fait, on opère du coup un cloud hybride. Je pense qu'il y a deux choses importantes. C'est que effectivement, il y avait l'aspect scalabilité, mais pour reprendre ce que disait Carlos, qui est très vrai pour nous aussi, c'était aussi une transformation. SNCF Technologies, c'est une boîte de delivery. Donc notre sujet. Combien de personnes chez vous? On est à peu près 700, donc à Paris et Nantes essentiellement. Et on développe évidemment le site de e-commerce, mais on fait aussi beaucoup de digital pour SNCF. Et donc notre sujet était bien de rendre ce delivery agile au sens des méthodes de dev, mais au sens aussi de l'usine logicielle sur laquelle on s'appuie pour délivrer cette valeur au métier en fait. Donc nous on a besoin de cette souplesse. Cette souplesse, elle est importante pour l'usine logicielle au sens du provisioning, au sens de délivrer, déployer et suivre en production des applications, mais elle est aussi très importante pour déborder dans le cloud de la surcharge qui arrive quand beaucoup d'internautes viennent sur le site, en particulier au moment de l'ouverture des ventes régulières, et en particulier en octobre pour la période de Noël. Alors, vous avez fait ce débord chez OVH. C'est un cloud public chez OVH que vous utilisez? Non, c'est un cloud privé. Encore. En fait, vraiment, il y a combien de temps pour mettre ce débord au point? On a mis quelques semaines, 3 mois, moins de 3 mois pour l'installer et en fait pouvoir à la demande créer de la capacité chez OVH qu'on n'a plus à provisionner chez nous. Parfait. Et est-ce que ce type de débord que vous avez fait chez OVH, vous pourriez le porter chez un Amazon, chez un Microsoft, ou est-ce qu'il y a encore des adhérences spécifiques à chacun des fournisseurs? Alors c'est exactement ça qu'on cherche à traiter, c'est-à-dire de banaliser, j'allais dire, le sourcing, puisqu'on veut mettre en place, et on les a chez nous, des technologies de cloud. Après, le faire aussi avec des partenaires, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans tous les domaines. On opère nous-mêmes les technologies, mais on le fait aussi avec des partenaires. Donc on pourrait aussi le faire avec d'autres fournisseurs. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. Il faudrait le travailler avec chacun des fournisseurs avec lequel il n'y a pas vraiment de standardisation pour je déploie, une espèce d'appel de puissance à la demande quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on le fait aussi pour des applications et pour des besoins métiers. Donc il faut le faire aussi justement avec une certaine banalisation, ou en tout cas une bonne conception de nos applications pour qu'elles puissent être compatibles avec ce type de fonctionnement. Donc il faudrait presque réécrire vos applications. Alors déjà, on les a toujours, on les écrit déjà pour qu'elles soient dans ce cadre-là, mais on les réécrit pas. Mais par contre, notre usine logicielle, c'est bien ça, c'est la capacité à déployer et à gérer des environnements de façon élastique et souple. Alors, élastique, souple, rapide, une informatique rapide, je crois, quel est votre objectif prochain par rapport au métier, c'est-à-dire en termes de delivery, de mise en service? Là, on parle de débordement, c'est-à-dire de pic de charge. Évidemment, la suite ou ce qui est déjà dans les tuyaux, c'est que le cloud ne soit pas utilisé seulement pour un
un usage de pic de charge, mais aussi complètement intégré dans notre usine logicielle. C'est-à-dire que le cloud soit une capacité de puissance disponible pour l'ensemble de nos métiers de delivery. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment pour banaliser en fait notre data center et ceux qu'on aurait avec des partenaires cloud pour faire une usine logicielle qui utilise ces points de ressources dont l'un étant propre pour nous. Très bien. Alors, j'ai l'impression d'avoir parlé donc avec Carlos, Gérard et Gilles qui sont des fans du cloud. Je vais me tourner vers Jean-François Vigneron, l'assurance. Vous êtes beaucoup plus prudent sur le cloud. Hein. Je sens que c'est... Alors, c'est pas que vous êtes réticent, mais vous y allez plutôt reculons. Je suis un cloud convaincu, mais effectivement, on doit faire très attention à l'argent de nos sociétaires, donc on fait très attention à investir sur des technologies matures qui fonctionnent. Et effectivement, des fois, quand on lit notre presse informatique préférée, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment du retard ou est-ce que toutes ces sociétés ont réellement mis en œuvre tout ça? Donc je pense qu'effectivement, on va en parler, on a beaucoup d'initiatives cloud, surtout sur la révolution digitale, comme on en parlait tout à l'heure. Mais aussi, soyons clairs, c'est aussi nos amis éditeurs ou éditions de plateforme qui ont cherché aussi des nouvelles façons d'avoir un revenu, je dirais, global, et qui ont inventé, alors c'était IBM, que ce soit Microsoft, que ce soit du PaaS, du IaaS ou autre, une façon de voir les choses pour vendre les choses un peu différemment. Et jusqu'à l'externe, on voit bien qu'on reste en interne aujourd'hui. Le cloud est souvent interne et avant de le mettre extérieur. Donc voilà, c'est une sorte de variabilité contractuelle, mais je fais l'avocat du diable, hein, variabilité contractuelle, mais bien évidemment les technologies derrière sont très intéressantes. Mais il faut faire très attention, effectivement. Toutes les 15 jours, il y a une nouvelle release de produits et on voit bien dans le monde open que c'est extrêmement ouvert, extrêmement volatile et effectivement dans le monde de l'assurance, il faut qu'on fasse très attention, une certaine stabilité sur un certain nombre de points. Donc, oui, pour le cloud, mais avec quelques précautions, évidemment. Alors, est-ce que vous avez entamé cette migration cloud? Oui, alors, donc, alors, pour ne pas être en retard, parce que la direction générale pourrait me dire, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, très vite, on a dit, on fait du cloud, bien évidemment, et on a commencé par ce qu'on appelait le service manager, c'est tout le non-core business, c'est la RH, c'est toute la partie GPEC, achat, voyage, etc., qui sont en quelque sorte un vrai SaaS externalisé. Alors je dis ça, très bien, ben oui, j'ai commencé le cloud parce que je mets à l'extérieur, c'est ce qui existait depuis des années, mais ça s'appelle le SaaS, c'est tant mieux. Donc oui, on a commencé par le non-core business, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont peut-être dans cette salle, et avec effectivement des offres qui sont qualifiées de cloud. La première bascule qui a été forte, parce qu'on a tous un point commun, c'est nos données extrêmement importantes à gérer, soit pour le digital, soit pour l'énergie, soit pour la data, devient réellement ça par contre un vrai asset par rapport à des modes qu'on pourrait avoir. Et donc c'est le big data qui nous a amené vers le cloud, non pas parce que c'était bien, c'est parce qu'on ne savait pas le faire. Et donc le cloud ou le service associé au cloud peut être aussi une façon d'expérimenter des nouvelles technologies extrêmement puissantes, avec des algorithmes de plus en plus compliqués, avec du prédictif qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Hein. Les data scientists, il n'y en a pas beaucoup, ça s'appelle des actuaires chez nous. Et voilà, au lieu d'investir très lourdement sur du Big Bang en direct, etc., on a utilisé effectivement le PaaS, c'est une partie enfin essentiellement du PaaS, pour mettre les doigts dans le Big Data il y a à peu près 2 ans maintenant. Très bien. Et sur la feuille de route pour les années qui viennent, comment voyez-vous les choses? Alors, comme mes collègues ici, on a, une fois qu'on s'est fait une opinion sur effectivement les bonnes technologies, sur le Big Data et comment on va amener tout ce monde prédictif et comment on va avoir un parcours client, enfin tout ce qu'on connaît, hein, la vision 360 et tout, on a nous aussi internalisé parce qu'on n'aime pas externaliser dans le monde de l'assurance, donc on a fait du cloud interne, donc on a ramené chez nous la plateforme, alors c'est du Cloudera, etc., donc tout le Big Data est revenu chez nous, et là on est en train d'évoquer, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, sur toute la partie plateforme de service, parce que effectivement on a besoin de DevOps, on a besoin d'agilité, on a besoin surtout de containeriser. Le cloud aussi, on l'oublie aussi en termes de plateforme, c'est que vous avez beaucoup de legacy, je ne connais pas la population ici, mais
On a tous du mainframe, on a tous des vieux nanars qui traînent, etc. etc. Et le cloud et le PaaS permet, avec ce qu'on appelle les dockers ou les conteneurs, on est en train de voir ça, de pouvoir amener de plus en plus de technologies hétérogènes pour effectivement les livrer de plus en plus vite, de façon scalable. C'est ça qui est intéressant. Sinon, te dire que j'ai du cloud, très bien. Ce qui est intéressant, c'est pas nouveau, c'est que ça permet effectivement, avec les technologies qui sont proposées aujourd'hui, de containeriser un certain nombre de choses et donc de tirer le DevOps, de tirer l'agilité, etc., etc. Donc voilà les perspectives, il y en a d'autres, mais on est grâce à ça. Combien de personnes à l'IT chez vous? On est 1800 en interne et 800 à peu près en externe. Combien sont en DevOps aujourd'hui? On commence aujourd'hui, on est sur des premières filières. Donc tout le digital a été mis, le digital à peu près, c'est à peu près 10% de la population. D'accord. Vous parliez des conteneurs. À cette table ronde, en fait, je connais un adepte des conteneurs et quelqu'un qui est beaucoup moins sûr du conteneur. Peut-être pas Damien, mais Carlos, je crois que vous êtes pro-conteneur sur justement cette nouvelle technologie sur laquelle vous allez tester dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Alors oui, très adepte. Je parlais tout à l'heure à la fin de la question du cloud public. Et en fait, le cloud public, on n'envisage que sur l'approche conteneur. C'est-à-dire, un des points est notre capacité, la réversibilité et notre capacité à ne pas être bloqué avec un des fournisseurs. Et l'approche conteneur, finalement, apporte cette... Alors, vous l'avez déjà testé, cette approche conteneur? On a plus que testé, puisque Salomon Hykes, par Docker, Salomon Hykes, qui est le fondateur de Docker, qui a fait ses études en France, qui a créé sa boîte aux États-Unis, et avec nous, dans le POC, on a contractualisé avec lui, donc on est dans une approche, d'ici à la fin de l'année, on aura un certain nombre de nos applications qui tourneront sur Docker et avec la capacité de provisionner et de prévisionner dans les 3 types de cloud. De provisionner dans les différents clouds, c'est-à-dire internes et externes. Alors on abordait le sujet un peu de manière pas directe, mais cloud public pour une banque, vous l'utilisez? Vous avez fait des tests? Donc le cloud public, c'est un peu l'élément qui fait peur à tout le monde. Donc parlons-en. Donc on a commencé des discussions dans le cloud public depuis maintenant plus de 3 ans. La technologie était pas très mature, la sécurité, beaucoup d'éléments nous ont poussé à être très prudents sur cet aspect. Et pour l'instant, en production, nous n'avons pas encore mis des applications en production. En 3 ans, on a quand même bossé un petit peu. Alors, nous avons discuté depuis longtemps, non seulement avec les providers de cloud, mais également avec les régulateurs. Puisque, étant une banque, on est très régulé, et évidemment qu'il faut répondre à l'ensemble des contraintes des régulateurs. Comment s'appelle-t-il ce régulateur? C'est BCE, c'est ça? C'est la BCE qui est évidemment qui régule la Société Générale comme les banques françaises et les banques françaises. Donc, il y a 4 grands points que le régulateur impose, la CPR en France. Un, c'est l'auditabilité, c'est notre capacité à auditer les data centers, les providers. Vous imaginez, si vous voulez, l'auditabilité des data centers des providers, c'est Disneyland dans les data centers des providers tous les jours. Donc il faut quelque part arriver à bouger ce point. Deuxième point important, c'est réversibilité, c'est-à-dire la capacité à avoir un plan qu'on arrive à prouver aux régulateurs pour des services essentiels qu'on arrive à insourcer dans nos data centers. Troisième point, c'est la sécurité, évidemment. Donc, pas de données clients qui ne soient pas sécurisées et encryptées. Et le quatrième point, c'est localisation des données, c'est-à-dire notre capacité à garantir aux différents régulateurs que les données sont localisées à l'endroit où elles sont régulées. La bonne nouvelle, c'est que ces 4 points ont été adressés. Ils ont été adressés avec les providers de cloud externes. Nous avons réussi à bouger contractuellement pas mal de ces points. C'est tout récent. C'est tout récent, effectivement. Et nous devrions être en mesure d'aller dans le cloud public dans les prochains mois. Je crois que c'est un scoop ce que vous annoncez. Ça n'a pas été annoncé jusqu'à présent. Bon, jusqu'à présent, non. Donc, l'idée, c'est pas de mettre l'ensemble des applications de cette partie de la vente, c'est-à-dire vente d'investissement dans le cloud public. L'idée, c'est de prendre quelques-unes de nos applications et d'y aller de manière très prudentielle, très itérative, pour vérifier que ce que l'on nous a promis dans les différentes discussions va réellement marcher en production, en sachant que nous avons fait un POC depuis maintenant plus d'1 an dans le cloud public avec certaines de nos applications core, et on
nous avons réussi à faire marcher de manière assez intensive ces applications, avec évidemment des données fictives, un tas de choses qui permettaient juste de vérifier le bon fonctionnement. Et ce qui est important de retenir de mon point de vue là, c'est pas cloud public, c'est l'approche hybride, c'est-à-dire nous ne mettrons pas l'intégralité de nos corps applications dans le cloud public, on veut avoir la capacité de provisionner et déprovisionner dans les environnements publics et dans les environnements internes, d'où l'approche Docker, l'approche conteneur qui elle est extrêmement importante. Et de ce qu'on regarde, c'est pas Docker conteneur uniquement, on regarde toute la partie Docker Swarm, Docker UCP. Et donc l'idée c'est toute la partie orchestration, de typologie, conteneur, toute la stack, pour la capacité à pouvoir provisionner, déprovisionner et être en cloud interne et en cloud externe, en fonction de nos souhaits et finalement de la meilleure offre. Nous avons discuté avec Azure, et donc Scott Guthrie, le patron d'Azure, était également en partie du POC que nous avons fait comme Werner Vogel pour AWS, et Mike Clayville, qui est le senior de AWS. Nous avons les POC avec eux. D'un point de vue technique, pas de grand problème. Maintenant, il faut que, d'un point de vue réglementation, on ait réellement la confirmation que ce qu'ils nous ont promis se réalise. Donc on va y aller de manière très itérative. Merci beaucoup, Carlos, pour ces infos, pour cette description. Alors, AWS, Azure, Cloud Public, on entend beaucoup parler. D'ailleurs, pour l'anecdote, chez Engie, C3 IoT que vous avez choisi pour le Big Data, d'après ce que vous me disiez, s'appuie sur AWS, le cloud public d'Amazon. Donc, vous allez mettre vos data dans un cloud public. D'une certaine manière, ça ne vous pose pas plus de difficultés que ça. Non, bien évidemment, la sécurité nous a préoccupés, la location des données nous localisation préoccupée en Europe. Oui, d'accord. Donc sur Francfort ou Dublin. Voilà, mais effectivement, c'est les deux plateformes que nous avons choisies et qui vont permettre finalement la run de nos applications, Big Data ou mobile en général, sont des plateformes qui sont hébergées chez AWS. Bon, et sans doute nous en aurons d'autres aussi dans l'avenir. Donc, ce qui nous amènera probablement à discuter plus directement avec AWS dans un second temps, mais pour l'instant, on fait confiance à nos providers de software et de plateforme. D'accord, très bien, qui est en interface C3 IoT de AWS. Alors AWS, je vais me tourner vers Damien, qui s'occupe donc de l'intelligence des robots Pepper Now. Donc on a vu une photo de Pepper tout à l'heure. Alors je ne savais pas qu'il y avait une partie d'intelligence venait d'IBM Watson. Vous qui avez à gérer justement tous ces petits robots, qu'est-ce que vous mettez? Alors vous utilisez AWS, donc Amazon, qu'est-ce que vous mettez dans ce cloud? Combien il y a de robots qui sont gérés? Et quelles sont les prochaines étapes sur de gestion de ces robots? Alors, donc nous c'est un petit peu différent parce qu'effectivement nous on est une société qui est née dans le cloud. On n'a pas d'infrastructure physique, on n'a pas de data center, on est vraiment né avec le cloud et tous nos serveurs de production sont aujourd'hui hébergés principalement chez AWS. On commence un petit peu à travailler avec Azure aussi. On a aujourd'hui à peu près 15 000 robots qui sont en production dans le monde. La répartition c'est à peu près 5 000 Nao et une dizaine de milliers de Pepper. On a vendu principalement au Japon dans des contextes B2C et B2B. Une parenthèse, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas en France? Pourquoi vous ne l'en pas en France ce robot? Oui, tous les jours sur la revue, on a des commentaires, où est-ce qu'on peut l'acheter, combien ça coûte, je le veux. Ça va venir, on est en discussion avec pas mal de partenaires, on a plusieurs POC qui ont été lancés en Europe, notamment un POC avec Carrefour, un POC avec la SNCF. Si vous êtes allé au salon Vivatech ce week-end, Pepper est à peu près partout. Oui, j'ai vu, il fascinait les enfants, effectivement. Et les grands d'ailleurs aussi. Il a un visage, Pepper, on a l'impression qu'il dit bah, je suis à votre service. Il a été designé pour ça en fait. Tout à l'heure, j'ai entendu la personne d'IBM qui disait qu'il disait pas grand chose, par contre, et qu'il n'est pas très interactif encore. Alors l'interactivité de Pepper, elle va se retrouver dans différentes applications, vous allez pouvoir développer dessus, et que nous on développe aussi. Ce que nous apporte Watson dans l'intelligence de Pepper, c'est vraiment une IA complète et réellement distribuée. C'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de poser une question à Pepper et d'aller interroger Watson derrière, qui a une grande puissance de calcul et une capacité à fournir une réponse très rapide. Donc en temps réel, je pose une question à Pepper, il pose une question par je ne sais quel moyen au cloud de Amazon qui va jusque chez IBM et ça revient. Absolument. D'accord. Alors, vous en servez pour quel usage aussi de ce cloud? Donc le cloud chez nous, c'est principalement deux grands types d'applications. Des applications qui permettent de contrôler son robot, d'y installer des applications.
on va dire, rajouter des préférences sur les applications, et ensuite une partie qui permet de monitorer la flotte de robots. On est sur un secteur d'activité qui est très nouveau, on a besoin d'énormément de données pour comprendre comment vont s'user nos robots, comment est-ce que notre flotte fonctionne, notre flotte de production fonctionne en temps réel. Et donc, on a développé un certain nombre de services qui permettent aux robots, qui sont finalement des objets connectés. C'est un Internet des objets, oui. C'est de l'IoT robotisé, si vous voulez. Un peu comme NG va en mettre en place, ou est en train d'en mettre en place. Exactement. Et donc les robots remontent un certain nombre d'informations sur tous leurs senseurs, sur toutes leurs probes, leurs moteurs, la chaleur de leurs différents composants, et ce qui nous permet aujourd'hui de commencer des recherches sur de la maintenance préventive. Donc on va chercher au travers de la technologie Big Data et en s'appuyant sur les capacités que nous offre le cloud public d'Amazon à computer ces données-là de manière très rapide pour pouvoir prendre des décisions et dire ce robot-là, chez cette personne-là, il a un risque de tomber en panne dans 5 jours, 10 jours. Et donc on va essayer d'intervenir en amont, prévenir le client, lui demander de venir faire une maintenance tout simplement. Très bien. Merci pour cette description aussi. Il y a un point qui est apparu lorsqu'on a préparé cette table ronde chez vous tous. Finalement, le cloud est une chose. Ça remet un peu en cause le fonctionnement des équipes. Comme disait Carlos Goncalves, on passe sur du DevOps, sur du continuous delivery. Chez Covea, vous êtes au début du transformation de DevOps de vos équipes. Où en êtes-vous chacun d'entre vous? On commence par Gilles, sur la partie DevOps, parce qu'on en parle, on dit voilà, ces cloud et DevOps sont très liés, ça change tout, ça donne une informatique digitale qui va à la vitesse du métier. Est-ce que c'est le cas chez vous? Quel est l'objectif à terme? Alors, effectivement, nous, le programme, on l'a appelé comme ça, alors que c'est quand même autant une affaire culturelle qu'une affaire technologique, DevOps, hein, donc c'est comme son nom l'indique, de rassembler les devs et les ops, qui historiquement avaient quand même un intérêt, les uns, de tout changer tout le temps, hein, les développeurs, et les ops, de rien changer jamais pour que tout continue à marcher. Donc, évidemment, ce rapprochement culturel, il correspond bien à une psychologie, j'allais dire, as a service, c'est-à-dire que des équipes de delivery aient la capacité d'aller en production avec une certaine autonomie. Chez SNCF Tech, on a fait des feature teams, c'est-à-dire des équipes pluridisciplinaires regroupant du métier, du dev, des ops, toutes les compétences qui vont bien pour réaliser un produit ou un projet pour le client. Dans ce cadre-là, la partie cloud ou provisioning ou mise en production, c'est intégré à l'équipe et ça doit être quelque chose de très banal. On a fait 20 mises en prod de VSC le mois dernier, de SNCF.com, ça doit être quelque chose qu'on fait très facilement. Alors l'objectif, c'est combien de mises en prod par jour, par exemple? J'allais dire, là on est en gros passé par une par jour ouvré. En fait, on veut juste le banaliser, c'est-à-dire que l'acte d'aller en production soit suffisamment parfaitement automatisé. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de techno d'usine logicielles, en particulier liées au cloud, pour que ce soit un acte banal. Et donc que ce ne soit pas un acte compliqué pour une équipe qui est focusée sur des objectifs business. En fait. Alors quel délai aussi entre la demande métier et sa mise en service? Parce qu'on a en gros utilisé par 3 le TTM, où on faisait en gros, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, 4 mises en prod du site par an. On est passé une fois par mois et maintenant on en fait 20 par mois. Évidemment, ce n'est pas la même dimension, c'est-à-dire le même nombre de lignes de code qu'on envoie. Une feature team qui fait des sprints de 15 jours envoie tous ses sprints en production. C'est ça la base du fonctionnement. Laissez-moi, par exemple, je suis directeur marketing de Voyage SNCF, je viens me voir, je me dis, ben voilà, j'aimerais bien que maintenant, il y ait le bouton machin qui apparaisse à tel endroit et que j'ai une promo à tel autre endroit et que ça soit modifier complètement l'interface sur le mobile. Combien de temps entre ma demande et sa mise en service? En gros, tout son travail et tout le travail qu'on a ensemble, c'est d'ordonnancer le backlog. Mais s'il le met sur le dessus de la pile, il le rend en production entre 3 semaines et 1 mois plus tard. Tout dépend à quel moment on est, mais puisqu'il y a un sprint de 15 jours, encore ce délai. Pardon? Est-ce que vous allez en fait, comme on fait des sprints de 15 jours, ça va être difficilement en dessous du sprint, hein, puisque c'est quand même une usine de développement qui a quand même des rites et une manière de fonctionner assez industrialisée. Mais en gros, on peut être à 1 mois de TTM sans difficulté. Est-ce que ces délais de mise en service entre l'idée marketing et sa mise en service, c'est quelque chose de compatible avec Covea? Alors, nous, effectivement, on s'est lancé sur ce sujet.
je confirme effectivement tout ce qui a été dit ici, c'est à peu près l'idée. J'en mettrai un point par contre, effectivement, pour répondre à votre question. C'est aujourd'hui, on travaille aussi, quand on travaille DevOps, sur l'amont. C'est-à-dire qu'on peut installer totalement les nouvelles usines rapides, etc., avec les devs et les ops qui se mettent d'accord avec un certain nombre d'outillages, et pour la première fois, peut-être la DSI sera en avance, mais ça ne sert à rien de faire des livraisons toutes les semaines s'il faut que le métier se mette 6 mois en amont à se mettre d'accord. Donc aujourd'hui, les Scrum et la problématique effectivement du DevOps, et surtout aujourd'hui chez nous, à la capacité au métier de déléguer et de donner une certaine autonomie, que dans effectivement ces cycles courts, ils puissent donner, je dirais, le mandat, la capacité à la personne qui participe à aller vite. Parce que les premiers, je dois l'avouer, les premiers tests qu'on a eus ont été compliqués, voire même désastreux, dans le sens où on est passé en mode agile et ça passait plus de temps qu'un cycle anglais. Et on s'est aperçu parce que culturellement, l'entreprise n'était pas prête, en tout cas l'entreprise assurantielle, très industrialisée, etc., n'était pas prête à avoir ces cycles courts. Donc oui, les technologies sont en place, oui, on réduit les coûts, mais actuellement, on est surtout, et c'est un conseil, on est en train de penser à réindustrialiser l'amont. C'est-à-dire comment je peux effectivement rentrer et faire rentrer le métier dans ce contexte de développement. Voilà, le reste, c'est identique, on a eu la même problématique, etc., etc. Mais c'était juste le point que je voulais rajouter sur la pub. Chez LG, Gérard Grément, vous en êtes où sur l'agilité et le DevOps? Alors, on a réalisé un assessment de maturité en fin d'année dernière, justement, pour prendre cette mesure. Donc, effectivement, on s'est rendu compte que le DevOps était déjà présent dans certaines de nos business units, mais de façon très sporadique. Et là, très clairement, notre Digital Factory n'a pas seulement vocation d'apporter des plateformes technologiques et l'expertise qui va avec, mais aussi d'apporter des méthodes de développement qui sont consubstantielles de ces développements digitaux. Et ça fait partie de notre programme. Sur vos 3000 internes, voilà, qui travaillent en méthode agile aujourd'hui? Sur les 3000 internes, je dirais qu'il y en a peut-être 1200 environ. Ah oui, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit. D'accord. Carlos, chez Société Générale, je crois que vous êtes fervent adepte de tout ce qui est DevOps, Continuous Delivery et méthodes agiles. C'était mon introduction tout à l'heure, donc les trois vont ensemble. Mes collègues, c'est cloud, c'est continuous delivery et la transformation digitale, l'utilisation de ces API, de ces services. Alors, en termes de grands chiffres, on a à peu près 60% de la DSI qui développe en méthode agile. On aura grosso modo 50% de nos applications qui seront à la fin de cette année en continuous delivery. Et le trend est de pousser un maximum dessus. On pense qu'on sera très certainement aux alentours de 70 en target, c'est-à-dire vers fin 2017. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il y a des providers, parce qu'on a quelques dépendances avec l'externe et qui fait partie du système qu'on pourra passer. Gilles disait 2 ou 3 points intéressants, je rejoins complètement, et également ce que disait Jean-François tout à l'heure. C'est pas une transformation IT, c'est une transformation de l'entreprise. Continuous delivery, c'est pas de l'IT, c'est les business et les IT qui se marient, ils font leur feature team. D'un seul coup, on a redonné les clés de l'IT au business. C'est le point important dans toute cette approche de priorisation, du backlog, des demandes, c'est donner les clés de l'usine à nos business. Deuxième point important, puisque l'idée du continuous delivery, c'est de livrer en production, et de livrer en production de manière très fréquente, donc time to market, donc je fais une feature et je la livre le plus vite possible. Le risque là-dedans, c'est l'entropie totale, c'est-à-dire si vous n'avez pas maîtrisé le cycle, c'est instabilité en production toutes les semaines. Donc le premier point important, c'est behavior driven development, c'est-à-dire vous testez et vous testez tout de manière automatique, puisque si vous ne le faites pas de manière automatique, de toute façon le business case n'existe pas. Donc il est nécessaire d'avoir automatisé tout le cycle de livraison pour que ce soit finalement, Gilles le disait, une affaire de presse-bouton pour passer en production, puisque tout a été automatisé. Donc ça, c'est le deuxième point extrêmement important dans le continuous delivery. Et il y a un point que je voudrais rajouter dans le continuous delivery qui est extrêmement intéressant, c'est quand vous faites la pratique agile
et que cette agilité ne va pas en production toutes les semaines, en fait, vous ne retirez pas la réelle valeur de cette agilité. Donc c'est important d'automatiser tout le cycle. Pourquoi? Parce que le feedback, le bon feedback, c'est pas l'équipe projet dans laquelle vous avez mis vos feature team et les ingénieurs et les business analysts et les métiers. Le vrai feedback, c'est celui de l'utilisateur final. Et donc l'équipe d'ingénieurs et des grands spécialistes qui ont conçu des choses très intéressantes, c'est quand on livre en production qu'on regarde réellement si la feature a une réelle utilité. Donc la capacité à livrer de manière très itérative, d'avoir un date to market qui soit le meilleur possible, nous permet finalement de savoir si on a livré la bonne chose. Et donc quelque part de corriger la trajectoire du projet, puisqu'on a pu livrer de manière très itérative, on a pu voir finalement l'usage que cette fonctionnalité a donné. Donc d'un point de vue valeur ajoutée, c'est là où vous voyez la valeur ajoutée. Si on voulait grapher la valeur ajoutée du continuous delivery, et quand vous êtes en cycle en V, c'est 0. 0 quand vous faites des specs, 0 quand vous faites des tests, 0 quand vous faites du développement, vous créez de la valeur pour l'entreprise quand vous livrez en production. Dans le continuous delivery, finalement, donc c'est 0 et 1 d'un seul coup si vous avez livré la bonne chose. Dans le continuous delivery, finalement, vous êtes dans une approche où, à chaque fois que vous livrez en production, vous rajoutez un petit peu de valeur. Et finalement, vous pouvez tester si cette trajectoire est la bonne, et c'est celle qui apporte la valeur pour l'entreprise. Très bien. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Il y a des micros qui sont disponibles. Je vais vous proposer, sur les 5 minutes qui nous restent, si vous avez des points à clarifier, des annonces qui ont pu être faites, des éléments qui ont pu être évoqués, que ce soit dans ce qui concerne le public, le privé, tout ce qui est nouvelles méthodes de développement, DevOps et arbitrage, place des autorités réglementaires, la sécurité de données peut-être aussi. N'hésitez pas. Alors on dit toujours... Ah, je vois une main qui se lève à l'avant peut-être. Merci. J'ai beaucoup entendu parler des serveurs et peu des clients, à part la petite merveille Pepper, pardon. Est-ce qu'il y a une incidence du cloud sur le parc interne, bien sûr, les PC, les Mac, est-ce qu'ils auront besoin d'être moins puissants, d'avoir des unités centrales un peu plus calmes, moins de taille disque, etc. Si c'est dans le sujet. Merci. Messieurs, qui se lance? Je vais juste dire, je vais répondre légèrement à côté, mais sur les... Parce qu'on a parlé de mainframe, parce que ça va disparaître, etc. Ce qu'on peut constater, c'est que les bons vieux mainframe, enfin je parle de l'assurance, mais je pense que c'est la même chose, comme il y a une explosion du digital, parce qu'on commence à faire du self-care, parce que de plus en plus, les outils, on voit de plus en plus le mainframe en termes de transactionnel effectivement diminue, mais en termes d'appel au mainframe, parce que derrière on fait des API pour aller chercher les données, les tarifs, les contrats, enfin toutes ces données back-office, et on voit qu'il y a une augmentation des consommations mainframe qui est un peu paradoxale. Quand on dit on va faire du cloud, on se met à l'extérieur, etc., on voit que en fait le bon vieux mainframe, il a encore une utilité, c'est pour recevoir les API de tout le monde digital qui se trouve au-dessus et qu'on développe comme défaut. Maintenant, je n'ai pas répondu sur le poste de travail, je le laisserai à mes collègues. Pour rebondir sur la partie mainframe, qui est quand même une partie intéressante, IBM lui-même est prêt à le démonter. Ils ont une entité d'ailleurs qui a été créée en Grande-Bretagne, qui transformation digitale, dans laquelle ils sont OK pour transformer les mainframes en plateforme AIX, enfin Unix Open. Mais il faut porter, il faut transformer votre code. Est-ce que vous, c'est ce type de transformation qui ensuite, à terme, pourrait amener à basculer la totalité dans le cloud, peut vous intéresser? La facture mainframe, elle augmente d'autant plus que les transactions augmentent. Alors, bien évidemment. Alors, vous en êtes à combien, vous? 2, 3 millions, 5 millions? Je tairai ce chiffre indécent, mais effectivement, c'est compliqué. Le même IBM propose également des plateformes as a service au mainframe. Et ça, c'est peut-être la première étape. Avant d'une conversion sur de l'X86 ou ce qu'on veut, ou du Power, etc. Aujourd'hui, le même IBM permet aujourd'hui de faire du mainframe as demande avec leurs data centers qui seront dans le sud ou dans le nord aujourd'hui. Donc ça, c'est une première réponse. Le reste, effectivement, les environnements de prod et de non-prod, etc., on est en train de les convertir petit à petit pour effectivement moins payer, enfin, avoir une facture plus faible. Mais en tout cas, il y a toujours besoin d'un gros back-office pour que toutes ces données soient quelque part. Une autre question ou une autre réponse sur la partie poste de travail. Est-ce que le cloud fait que le côté poste de travail à la Société Générale, vos PC sont plus légers? Alors, je vais donner deux réponses. Une première, c'est un certain nombre, pour revenir toujours au régulateur, un certain nombre de nos activités, je parle que pour Société Générale,
pas. Et Société Générale des activités dont j'ai la charge. Il y a un certain nombre des activités qui sont régulées. Ça veut dire que, par exemple, les activités de trading doivent être faites dans des salles de marché dans lesquelles tout doit être enregistré, il y a un certain nombre d'obligations. Donc ces PC ces postes de travail sont par essence des PC qui sont assez, des postes de travail qui sont assez puissants. Mais néanmoins, ils font de plus en plus appel à l'infrastructure sous-jacente qui, elle, effectivement, est beaucoup des traitements ou des services auxquels ils font appel sont maintenant dans notre cloud privé. Ce que je pourrais également rajouter sur cet appel à tous ces services qui sont dans le cloud privé, de plus en plus ils vont augmenter et donc quelque part ramener le big data et l'exploitation des données, la capacité à prévoir et à ramener de l'analyse le plus tôt possible à nos opérateurs sera de plus en plus fourni par ce cloud. Maintenant, si on regarde le poste de travail de la moyenne des gens, je pense que, et si on regarde l'avenir, et là je ne parle pas que la générale, je vais donner mon opinion personnelle, je pense que quand on regarde l'évolution de la puissance des ordinateurs portables, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, puisqu'ils sont de moins en moins chers, et qu'on va avoir de la puissance dans les ordinateurs portables. Donc je vois certaines tendances de gens qui vont sur les LAN. Je pense qu'il y aura toujours un peu de puissance en local et de plus en plus la capacité à aller chercher de la puissance quand il y a besoin de grosses puissances ou de services vers des services à travers la connexion sur des clouds. Une question? Allez-y. Est-ce que dans le même cloud, il est possible d'avoir plusieurs types de data qui sont data qui est accessible à tout le monde, data qui est accessible au top management ou data qui est accessible à tel ou tel service. Donc on peut avoir différents types de data. Carlos, peut-être vous qui avez fait tous les tests entre le cloud public, cloud privé. Enfin oui, alors je ne sais pas, à la rigueur, je sais pas si vous pouvez l'avoir dans n'importe quel type d'infrastructure, publique ou privée, il vous donne tout un tas de services qui permettent de faire cette distinction. D'ailleurs, je crois que, pour l'anecdote, vous travaillez beaucoup avec des fintechs qui sont toutes dans le cloud public. Alors, ça, c'est le paradoxe, puisqu'on a... il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est tout le challenge qu'on a dans nos différentes directions d'aller chercher l'innovation et développer l'innovation. Et de l'autre côté, on a les régulateurs qui nous expliquent attention cloud, attention réglementation. L'intégralité, je pense qu'il y en a très peu, enfin, on a regardé un petit peu les grandes stats, il y a je crois 80% des fintech, startups dans la finance qui sont chez AWS, le reste est chez Azure, plus ou moins. Donc en fait, tous nos soi-disant futurs entrants, ils sont déjà dans le cloud. Donc quand on dit que les banques ou les assurances ne peuvent pas y aller, ben, on ne pourra pas utiliser des fintech, puisque ceux-là qui sont en train de les intermédier sont déjà nativement, on parlait tout à l'heure de robots, naturellement on démarre enfin si vous démarrez quelque chose, vous le démarrez dans le cloud. Et donc là c'est des data plutôt personnelles et comme demandait monsieur, il y a tout type de data. Et alors c'est là où mon point c'est sur regarder la stratégie, les transformations que j'ai évoquées, cloud, continuous delivery et digital transfo. La digital transfo, je l'ai résumée en API et ACOA. Pourquoi? Et c'est là qui est important, c'est notre capacité finalement à exposer notre récit à travers des API. C'est ce qui nous permettra d'aller chercher l'innovation en dehors de la banque, c'est-à-dire il y a une start-up, il y a une fintech, elle est capable de livrer le service qui fait, et elle le fait mieux que moi, peut l'intégrer, et voilà comment il peut se connecter ici pour aller chercher cette innovation. Et la bonne ou la mauvaise nouvelle, j'en sais rien, mais la nouvelle c'est qu'eux ils sont dans le cloud. Donc si quelque part le régulateur ne nous permet pas d'utiliser le cloud, je ne pourrais pas utiliser les fintech. Jean-François Vigneron, vous aussi, vous êtes pour la paysation de votre SI, pour l'ouvrir aux assurtech? Bah oui, par définition, on est aussi... Vous êtes une surtech, je crois. On fait très attention et on y participe parce qu'effectivement, enfin deux raisons, c'est que la transformation de legacy, c'est énorme, à chaque fois c'est des centaines de milliers de jours. Donc il y a deux possibilités, effectivement on transforme tout, ou on met de plus en plus effectivement l'ouverture en API, et on travaille... Est-ce que vous faites ça? Oui, vous le faites. Vous travaillez avec des insurtech aujourd'hui? On travaille sur un certain nombre de prédictions, effectivement, pour la prédiction des météorologies, etc., sur un certain nombre de services. Qui sont dans le cloud public, alors que vous verrouillez tout. Avec des données publiques, bien évidemment, mais c'est la même problématique, c'est-à-dire que
il faut qu'on puisse... Ce qu'il faut sécuriser, c'est les API. C'est qu'on puisse effectivement s'ouvrir et après trouver le meilleur partenaire, que ce soit une fintech, que ce soit une start-up qui de toute façon fait beaucoup mieux les choses que nous sur certains domaines, sont beaucoup plus agiles, etc., etc. Et de pouvoir avoir ce bon niveau. Alors après, il y a un métier qui a de l'avenir, c'est sans doute les architectes. Parce que après, il y a des problèmes de performance. Même avec les grands, si on prend du Salesforce, par exemple, si on prend Salesforce qui est leader aujourd'hui dans le cloud, du CRM, etc., on se posait des problèmes des données. Est-ce que les données, je les mets chez Salesforce ou je les mets chez moi? Ah ben, on va les mettre dans les deux. Et là, vous vous retrouvez avec une duplication de données, et vous vous retrouvez aussi avec des temps de latence assez importants, parce que les systèmes ont besoin de communiquer. Donc, c'est très compliqué. C'est oui l'ouverture, oui il faut accepter de travailler avec les partenaires du cloud qui seront beaucoup plus agiles que nous. Attention à l'architecture, attention, je ne suis pas sûr que ça coûte moins cher dans un premier temps aujourd'hui. Bon, eh bien, Jean-François, vous avez le mot de la fin, nous sommes arrivés à 11h15, l'heure de la pause, et je vous remercie tous pour être intervenus. Merci beaucoup.